Bon, c'est 10h30. Bonjour, messieurs, dames. Je vous remercie beaucoup d'être venus. État d'urgence et pluie à la même fois. C'est impressionnant, la passion pour les taxes carbone. Aux États-Unis, mes amis disent qu'il n'y aurait personne, parce que, bon, d'abord parce que l'essence c'est trop cher, donc tout le monde reste chez soi. Et deuxièmement, parce que la taxe carbone n'intéresse personne. Mais, à mon avis, c'est un sujet fascinant et très important. Je crois que c'est définitivement un des meilleurs instruments que nous avons à notre disposition pour combattre le réchauffement de la Terre. Que nous voyons ici un peu. On a déjà eu un réchauffement en moyenne de 0,8 degrés, mais comme vous voyez, ça ne veut pas dire 0,8 partout. Il y a des endroits où il y a jusqu'à 2 degrés. C'est surtout les grandes masses terrestres où il y a plus de réchauffement, et sur les mers, il y a moins de réchauffement. Nous allons, malheureusement, nous allons voir ce qu'on achève dans quelques semaines ici, dans la grande réunion du COP. Mais malheureusement, l'indication, c'est que plus probablement, on n'arrivera pas à un traité suffisamment contraignant et qu'on est toujours dans un chemin qui vise plutôt 3-4 degrés que 2. Donc, la situation est sérieuse. Je vais passer vite quelques images juste du changement climat avant de passer à la discussion de la taxe carbone. Là, on voit le RCP 2,6, c'est un chemin, un scénario de changement léger, et 8,5, c'est un changement climatique beaucoup plus élevé. Voilà. C'est un problème cumulatif de stock. On est ici maintenant. Et il faut arrêter quelque part. Si on continue avec les émissions comme aujourd'hui, ou les émissions constantes, ou même qui augmentent, le stock de carbone dans l'atmosphère va mener à des températures très élevées, avec des effets sur des systèmes, des écosystèmes qui sont plus ou moins élevés selon la température. Si à 2 degrés, il y a déjà des systèmes, des écosystèmes qui sont menacés et qui seront endommagés. Mais avec 3-4 degrés, on a presque tous les systèmes à grande échelle, les écosystèmes de la planète qui seront affectés. Et il y a un grand degré d'incertitude. Les effets peuvent être pires de ce que nous attendons, ou ils peuvent venir plus vite de ce que nous attendons, ou plus lentement. Nous ne le savons pas. Juste la vitesse de déplacement est très importante. Nous parlons souvent des effets géophysiques, c'est-à-dire quel sera le changement de température, le changement de pluie et d'autres aspects du climat. Mais la vitesse des changements est aussi très importante. Avec encore quelques degrés de température moyenne, il y aura des conditions presque tropicales en Europe. On pourrait s'adapter, mais normalement, ça prend des centaines, même 1000 ans, pour les écosystèmes de s'adapter. Il faut des autres microbes dans la Terre pour les plantes tropicales que pour les plantes que nous avons ici. Donc, les différentes espèces ont des différentes vitesses de déplacement, et les arbres, pour les raisons évidentes, se déplacent assez lentement. Et aussi beaucoup d'autres aspects beaucoup plus
les microbes dans la terre, etc. Ça peut aussi prendre beaucoup de temps. Moi, j'ai parlé du changement climatique pendant une trentaine d'années. Et vous voyez le résultat. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun résultat. Les émissions continuent à augmenter. Ils ont même augmenté plus vite là, depuis 2000. Juste les dernières années, ça a ralenti un peu, mais c'est probablement plutôt la crise économique qu'une prise de conscience écologique, malheureusement. Les émissions par secteur, vous le savez, en gros, c'est 3-4 secteurs. Il y a les transports, l'industrie, et bâtiments, agriculture. Et après, il y a l'électricité. Et l'électricité, pas en France, en fait. En France, l'électricité est surtout nucléaire, donc il n'y a pas d'émissions de CO2. Mais au moyen dans le monde, l'électricité, et après, c'est utilisé par l'industrie et les bâtiments. Il y a eu le même diagramme. Voilà, c'est un diagramme qui commence en 2005, ici. Mais moi, j'ai vu les mêmes diagrammes il y a, disons, 30 ans ou en 80. C'était le même style de diagramme où il y a toujours des possibilités, où soit ça augmente, soit ça tombe. Mais on est toujours sur le chemin le plus élevé, en fait. Et ce qu'il faut, tout simplement, c'est trouver des instruments de politique qui nous permettent d'achever que les émissions tombent. Il y a des milliers de décisions. Chacun d'entre nous doit prendre des décisions si isoler le bâtiment, si allumer quel type de lampe, quel type de voiture que nous voulons acheter ou habiter. Et les entrepreneurs ont des choix de technologie. Ce sont des milliers, des millions de décisions. C'est difficile à imaginer que chacun de ces décisions soit réglementé par les règles. C'est-à-dire qu'il y aurait beaucoup de règles. C'est aussi difficile à niveau individuel de faire le calcul. Donc, un instrument très avantageux, c'est un prix de carbone, parce que le prix de carbone, ça implique que toutes les décisions soient dans le même calcul économique. Si le prix de carbone reflète les dommages, donc je peux faire un calcul économique, qu'est-ce que c'est le plus rentable pour moi, et ce calcul comprend automatiquement les effets écologiques. C'est l'avantage. On utilise le marché. Il faut réduire la demande d'énergie dans les secteurs transport, bâtiment, industrie. Toutes ces décisions dont j'en parlais, c'est beaucoup d'argent. Ce sont des centaines de milliards qu'on doit réduire les investissements dans le secteur fossile et augmenter dans les secteurs de rendement énergétique, d'efficience et des renouvelables, ici par exemple. J'ai travaillé les derniers 5 ans avec le GIEC. Le GIEC, c'est un monstre. C'est centaines d'auteurs, 3 tomes de chacun de cette taille. Moi, j'avais la responsabilité pour le chapitre 15 du 3e tome, c'est-à-dire qu'il y a un tome sur les aspects sciences naturelles et un autre sur les aspects des effets, c'est-à-dire beaucoup de sciences biologiques, écologiques. Et la 3e partie, c'est sur ce qu'on peut faire, les aspects changement économique. Et là, j'avais la responsabilité pour un chapitre sur les instruments. Un des instruments, évidemment, c'est taxe carbone. Le Working Group 1
a laissé entendre que le réchauffement est certain, que c'est presque certain, ça veut dire, je crois, 99%, que la cause est anthropogénique, c'est-à-dire que c'est nous qui causons le réchauffement, et que nous allons vers 4-5 degrés de réchauffement actuellement. Le Working Group 2 a démontré que les espèces et même les écosystèmes entiers sont mobiles et déjà se sont déplacés. On observe ça sur tous les continents. Et on a les pertes de récolte dans les grains importants comme le blé, le maïs. Ici, le contenu du CO2 dans l'atmosphère qui augmente. Et c'est vraiment une échelle très impressionnante. 400 000 ans, il y a toujours... le stock a été toujours entre 200, qui étaient les périodes glaciales, et 280. Et maintenant, on est à 400. Et on se demande quel est l'effet, et nous ne le savons pas, parce que la dernière fois qu'on avait 400, ça faisait il y a 5 millions d'années. Nous ne savons pas comment était le climat. Voilà un des effets. Il y a eu une tempête à New York, Sandy, qui a fait des grands effets. Et moi, j'habitais juste là pendant une semaine, en hiver, sans courant. C'était impressionnant à New York. Bon, je vais parler de la taxe carbone en Suède, particulièrement. Et c'est curieux, c'est un instrument qui est peut-être le plus évident. Il y a une défaillance de marché. Nous utilisons, quand nous brûlons le pétrole, on n'utilise pas seulement le pétrole, on utilise aussi l'atmosphère. On l'utilise comme dépôt pour laisser les déchets de CO2. Et s'il n'y a pas un prix pour cela, on peut en mettre un prix. L'État peut avoir des taxes. La Suède, donc, a une taxe de 125. Et pour être très bref, la plupart des Suédois ne le savent pas. Parce que la plupart des Suédois ne connaissent pas tous les taux des taxes, c'est un détail technique. Mais cela, ça a beaucoup surpris mes amis aux États-Unis. J'ai vécu 2012-2013, j'ai travaillé à New York. Et on a discuté un petit peu d'une taxe de $5 le tonne, mais tout le monde a dit que non, ça serait impossible, ça serait tellement impopulaire. Comment est-ce qu'on pourrait faire une taxe de $5 ? Il y aura des protestes populaires. Et donc, j'ai dit, bon, chez nous, on a $125 et personne ne se rend compte, en fait. Il y a des effets, bien sûr, j'en parlerai un peu. Mais tout simplement, la vie continue. On ne brûle plus le pétrole pour chauffer les maisons en Suède. Plutôt le bois. Donc, à mon avis, la taxe carbone, c'est nécessaire. C'est un des meilleurs instruments. C'est efficace. Ça ne dommage pas l'économie. Et ce n'est pas forcément régressif. Mais je vais démontrer chacun de ces points. Il y a de la place ici. Les taxes environnementales en Suède, ça a commencé en 1924 avec des taxes sur l'essence. Et ce n'était pas pour les causes de l'environnement, c'était juste pour le revenu. Sinon, la plupart de la politique environnementale en Suède, comme dans beaucoup d'autres pays, est plutôt des politiques de règlement. On n'a pas beaucoup utilisé les taxes, mais ça a commencé les derniers 20-30 ans. On a commencé. Il y a des taxes sur la soufre, des taxes sur l'azote. Il y a plusieurs différentes taxes. Et la raison pour laquelle
je crois, le contexte politique est très intéressant de comprendre. Il y avait, dans les années 80, il y avait des taxes marginaux sur le revenu qui étaient très élevés. Et donc, ça a créé les conditions politiques pour une réforme de tout le système financier ou fiscal. Voilà les taxes marginaux. Ici, c'est le revenu. Et donc, les gens avec des revenus pas si élevés, mais quand même moyens ou aisés ici, ils payaient des revenus de 70%. Ils disaient souvent que c'était 95, 99. Il y a même un auteur très populaire en Suède, vous la connaissez peut-être, Astrid Lindgren. Elle écrit des livres pour les enfants. Vous la connaissez? Oui. Elle a écrit une petite histoire qu'elle avait payé 105% de taxes marginaux sur, je ne sais pas, des revenus pour ses livres. Et ça a aidé à mobiliser beaucoup d'opinions en contre des taxes sur le revenu, qui étaient des systèmes de taxes très progressifs. Et bon, du point de vue de gauche, c'est peut-être dommage, mais on a tout à fait terminé avec des taxes progressives. Il y a les taxes qui sont maintenant tout plats. Et au lieu de cela, on a des taxes qui, ici c'est la taxe carbone, qui a augmenté, ça a commencé à 25 euros de tonne, et ça a augmenté à maintenant, c'est 100 euros de tonne. Pour l'industrie, c'est un peu... il y a des niveaux qui sont réduits. Et en fait, toute l'industrie, le secteur industrie, c'est assez compliqué. La Suède, c'est un pays très petit, très ouvert. La part des exportations et importations est très importante. Il y a la structure industrielle, il y a quelques peu d'industries qui sont très grandes. Et donc, on n'a pas pu avoir des coûts pour l'industrie qui sont tout à fait différents des autres pays pour les raisons de concurrence. Donc, on a dit qu'on voudrait appliquer le même taxe sur l'industrie, mais on ne le fait pas jusqu'à que les autres pays en Europe fassent le même ou aient le même taxe. En plus, la Suède fait partie de l'Union européenne, donc on est soumis au même système de permis négociables pour le dioxyde de carbone. Et donc, les industries se plaignaient qu'il fallait payer 2 fois la taxe et en plus les permis. Donc maintenant, les grandes industries, ils n'ont que le système des permis négociables. L'industrie moyenne et petite paie toujours des taxes, mais des taxes à un niveau qui est beaucoup plus réduit. C'est quand même un niveau qui est assez important, c'est un niveau qui est plus grand que la taxe carbone en France, mais il est plus petit que la taxe qui est payée par les autres secteurs, secteur transport et secteur réchauffement commercial, etc. À la même fois, dans cette réforme en 1991, le Parlement a aussi aboli les impôts de succession et les impôts sur la fortune, a modifié les impôts fonciers. On a élargi le taxe TVA. Il y a eu beaucoup de changements. Donc, il y avait sûrement des gens qui étaient en Suède aussi en contre des taxes carbone. Mais ces gens ont vu des autres changements des taxes qu'ils ont aimés. Et donc, ils ont accepté tout cela comme ça faisait partie d'un package. Je crois que ce contexte est important. Et en fait, il y avait plusieurs de ces autres changements n'étaient pas seulement
politiquement attractif pour la droite. Et il y avait aussi beaucoup d'aspects d'efficience. Il y avait beaucoup de déductibles. Pendant la période où les taxes étaient très progressives, il y avait beaucoup de déductibles. Donc il y avait toute une industrie de gens qui produisaient des déductibles. Et ça, c'est improductif, tout cela. Et donc maintenant, les taxes sont très générales, très plats, mais il n'y a pas de déductible. Et donc c'est devenu beaucoup plus simple. Quand j'étais jeune, on faisait des déclarations d'impôts, ça prenait une semaine, il fallait des avocats, remplir n'importe combien de feuilles. Maintenant, mes gosses, ils font ça sur le portable. C'est juste 2 clics et c'est fait. Il n'y a rien à faire, en fait. Donc, c'est devenu beaucoup plus simple et donc il y a moins de possibilités de corruption et de tricher, ce qui est bien, évidemment. Je voudrais souligner que $125, c'est quand même une taxe très importante. L'économiste Nordhaus, il a un modèle DICE qui calcule la taxe optimale et qui, selon lui, c'est $17 le tonne. Nicolas Stern, dans le Stern Review, il a parlé de quelque part entre 20 et 50 dollars. Les prix sur les marchés des permis négociables, ils sont souvent entre 5 et 20 dollars. La taxe carbone en France, il est maintenant 14 euros. Aux États-Unis, on a discuté soit 5, soit 10, soit 20 dollars, mais on a trouvé que c'était inacceptable jusqu'à maintenant. Et ensuite, il y a 125. Et ça, c'est taxe carbone. En plus, il y a des taxes énergie qui sont aussi très élevées. Et en plus de ça, il y a des taxes TVA, taxes sur la valeur ajoutée, pas seulement sur le prix, mais aussi sur les taxes. Donc, il y a Et l'essence est chère. Mais en fait, l'essence est chère partout en Europe. Donc, j'y reviendrai après. Il y a en effet, en toute Europe, nous avons des taxes, nous ne les appelons pas taxes carbone. Et je crois que c'est une erreur. Mais l'essence, ça coûte environ 8-9 dollars le tonne partout en Europe. Et aux États-Unis, ça coûte 3 dollars. 2-3 dollars. La différence, c'est taxe. Et je crois que la meilleure raison pour une taxe, c'est le climat, le changement climatique. Donc, il vaudrait mieux l'appeler une taxe carbone. Je crois que ça serait plus populaire, en fait, plus compréhensible. On taxe pas les voitures parce que, pour plaisir, on taxe pour essayer de sauver le climat. Je vais parler des effets un peu. Là, c'est pour apprendre du suédois. Là. Ça veut dire émission de CO2. Et vous voyez, le PIB a continué à augmenter et les émissions de CO2 ont vu une décroissance. Il y a une espèce de découplage. Et c'est juste ce qu'on voulait, en fait. Une grande partie de cela vient du chauffage urbain. C'est le mot, non? Chauffage urbain. Donc, la Suède, c'est un pays froid. Donc, nous avons du chauffage urbain. Le chauffage urbain, en soi, c'est une bonne idée. Et c'est efficace comme système. Mais dans les années 70, on voit que c'était tout à fait à base de pétrole. Et maintenant, c'est à base d'autres choses qui sont principalement de bois. Sauf qu'on l'appelle biofuel. Maintenant, c'est plus moderne. Et il y a aussi beaucoup de déchets. On brûle des déchets dans les installations bien contrôlées avec beaucoup de filtres pour éliminer
Bon, d'abord, on a un système de recyclage qui est très important pour éviter que dans les déchets, il y a des choses qu'on ne doit pas brûler. Après, en plus, il y a des traitements des fumées. Donc, on peut réclamer la chaleur dans les déchets. C'est une espèce de recyclage, si on veut. Il y a aussi on dit pompes à chaleur. Ouais. Dans le secteur résidentiel, là aussi, on voit qu'on n'utilise plus de pétrole. Le chauffage au bain a augmenté, l'électricité a aussi augmenté. Et en tout, en fait, on a, malgré une croissance démographique et économique, plus de surface, plus de bien-être, plus de revenus. Malgré tout cela, ça mènerait normalement à une utilisation plus grande d'énergie, mais il y a une décroissance de l'énergie utilisée. On voit un peu le même dans l'industrie. Partout, en fait, on voit qu'on utilise moins de charbon et moins de pétrole. Ici, j'ai calculé les émissions de CO2 divisées par le PIB en dollars pour un tas de différents pays. Et ici, on voit, c'est la Norvège. La Norvège a toujours été très bas parce c'est le pays dans le monde qui a le plus d'hydroélectricité par tête. Mais la Suède, qui était déjà assez efficient dans l'année 80 ou 60, en fait, je crois, ça a diminué rapidement. Et maintenant, c'est le plus efficient en émissions par rapport au PIB. Là, c'est en forme d'index. Donc, on voit que le taxe carbone a un effet. Même si ce n'est pas un effet qui est énorme. Ce n'est pas que la Suède n'est pas un pays écologique avec zéro émission. Quand même, la taxe est très élevée et il y a quand même plein de voitures normales. Et donc, il faut voir qu'en fait, une taxe, probablement, ça prend du temps pour avoir son effet. Et il faut que la taxe soit assez élevée pour vraiment mener à une réduction importante. Ici, j'ai comparé les émissions de la France et la Suède, et j'ai multiplié la Suède par 7, parce que, bon, il y a 7 fois plus de gens en France qu'en Suède. Et on voit que les émissions étaient plus ou moins le même en 80, mais qu'il y a une réduction en Suède plus rapide. Les taxes carbone, le revenu, c'est 3 milliards d'euros, ce qui est 3% des taxes totales, plus ou moins, ou 1% du PIB. Il y a des autres taxes environnementales aussi, taxes sur le TVA. Bon. Une chose que je crois que est politiquement important de souligner, mes interlocuteurs aux États-Unis ont toujours dit que mais les taxes, on en a déjà marre. Encore une taxe, c'est politiquement impossible. Comme si ajouter encore une taxe, ça augmenterait la participation des taxes dans le PIB automatiquement. Mais ici, on voit qu'en fait, en Suède, la participation des taxes dans le PIB a été diminuée depuis 1990. On a tout simplement, la social-démocratie a perdu son hégémonie. On a vu qu'il y avait des limites à la taxation et la taille de l'État. On a donc réduit beaucoup d'autres taxes, comme je disais avant. On a réduit le secteur public en général. Cela n'implique pas que la taxe carbone a augmenté. C'est tout simplement que la taxe carbone a augmenté moins que
que toutes les autres taxes qui ont été réduites. Bon, là, je trouve, en fait, c'est un peu gênant. Je ne sais pas combien d'économistes de métier il y a ici. Moi, je n'aurais pas attendu une relation entre taxe carbone et des choses comme le chômage dans l'économie. Et il n'y en a pas. C'est gênant de le dire un peu, mais dans le débat, c'est très fréquent. Les gens disent « Ah non, mais avec une taxe carbone, il y aurait moins de croissance économique, plus de chômage, d'autres choses. » Bon, c'est juste pour dire que nous n'avons pas vu ces effets. C'est plutôt le contraire, en fait. La Suède a un taux de chômage qui est moins élevé que beaucoup d'autres pays. Et il n'y a pas de relation avec le taxe carbone. Voilà, ce sont les pays qui ont plus ou moins de chômage. Ici, il y a beaucoup de chômage, par exemple. Pas de taxe carbone. Il n'y a pas de relation. On n'aurait pas cru qu'il y ait une relation, en fait, mais il n'y en a pas. C'est quand même bien de savoir. Donc, j'ai encore quelques sujets que je veux aborder. Les économistes, beaucoup des économistes au moins, disent qu'il faudrait avoir la même taxe partout. Et les économistes disent qu'il faut juste une taxe et pas d'autres instruments. Je veux discuter un peu la suggestion de Martin Weitzman, qui est un économiste très fameux, qui dit qu'à Paris ou dans les négociations COP, il vaudrait mieux négocier les taxes coordonnées que les réductions d'émissions, comme on fait actuellement. Je veux discuter un peu des taxes sectorielles, les effets distributifs, et peut-être essayer de résumer quels sont les avantages des taxes et quels sont les avantages des permis. Voilà, la taxe carbone en France, mais Franck va en parler après. Donc, ici, ce sont j'ai quelques images des taxes carbone et des prix de carbone dans les différents pays. Ici, ce sont, en rouge, c'est des taxes carbone, et dans les autres couleurs, il y a des systèmes de permis négociables, des autres systèmes qui donnent un prix sur le carbone. Il y a beaucoup de mes collègues, même dans le GIEC, qui aiment beaucoup faire ces maps. Ça me fait penser à un collègue qui me disait, c'est la définition d'un géographe. N'importe quel problème, la solution, c'est toujours faire une map. Et donc ici, on voit le système qui donne un prix en 92. Ça, c'est sur le site du Banque mondiale. Et on peut le voir bouger là. Encore, il y a plus de pays en 2008 et encore plus en 2017. Et beaucoup de mes collègues sont très enthousiastes. Et bon, moi aussi un peu. Mais, sauf que beaucoup de ces systèmes, ils donnent un prix qui est de 1, 2, 4 dollars le tonne. Et ça n'a vraiment pas beaucoup d'effet. Bon, ça a peut-être une valeur symbolique. Et c'est mieux que les subventions, évidemment. Mais parfois et souvent, il y a à la même fois, il y a une taxe de 2 dollars et il y a des subventions assez élevées. Donc, évidemment, c'est les subventions qui ont l'effet principal. Je voulais aussi dire que, comme je disais avant, qu'il y a, même si on les appelle pas taxes carbone, mais il y a beaucoup de taxes carbone sectorielles, surtout dans le secteur transport. Beaucoup de pays. J'en ai juste, en fait, toute l'Europe, Japon, même parmi les pays en voie de développement, il y en a beaucoup. Surtout les pays pauvres qui importent de pétrole, ils ont souvent les taxes sur l'essence. Et j'ai choisi 4 pays là, l'Italie,
J'ai toujours dit que l'Italie, c'est le pays le plus environnemental du monde. Et ça fait rire en Italie, je peux dire. Mais l'Italie a toujours eu le taxe sur l'essence le plus élevé. Et bon, possiblement, ce n'était pas pour les raisons environnementales. Ce n'était pas pour sauver le climat, c'était peut-être parce qu'ils ne pouvaient rien taxer d'autres, je ne sais pas. Mais de toute façon, l'effet, c'est que l'Italie, on utilise moins d'essence que dans tous les autres pays, pas tête. Donc, l'effet d'une taxe ne dépend pas de la volonté ou de l'intention du ministre ou du gouvernement. Ça dépend tout à fait de taille de la taxe. Si la taxe est élevée, c'est tout simple. L'économie, ça marche vraiment bien. Si des choses changent cher, la demande est moins. C'est simple. Donc, les pays avec les taxes très élevées, on utilise beaucoup moins. Et les pays où l'essence est bon marché, on utilise beaucoup plus. Ce n'est pas du tout surprenant, en fait. Mais comme nous nous demandons si une taxe carbone, si ça va marcher ou non, il faut voir que nous avons une espèce d'expériment planétaire sous nos yeux. Et il y a partout dans les différents pays, il y a des différentes taxes et différents prix d'essence, et on peut bien étudier la demande d'essence. Ça dépend du revenu, évidemment. Et là, j'ai choisi des pays qui ont des revenus plus ou moins similaires. Mais ça dépend aussi beaucoup de la taxe ou la taxe implicite, c'est-à-dire le prix. Il y a beaucoup de gens qui craignent qu'une taxe carbone va avoir des effets régressifs. Et évidemment, moi aussi, je crois qu'il faut prendre ça très sérieusement. Il faut l'étudier. Je crois que ça dépend du pays, ça dépend de la construction de la taxe. Quant aux taxes sur l'essence et le diesel, je l'ai étudié. J'ai écrit un livre sur le sujet. J'ai édité, en fait, avec une vingtaine de collègues, parce que j'ai eu une collection de données dans beaucoup de pays en Afrique, en Asie, en Europe, un peu partout. Et j'ai trouvé que, en fait, la taxe aux États-Unis est régressive. Les taxes en Europe, qu'on voit ici, ils sont proportionnels. C'est-à-dire qu'ici, nous avons les déciles de revenus. Ici, les plus riches. Ici, les plus pauvres. Ici, c'est le pourcentage du revenu qui est utilisé pour acheter de l'essence. Et s'il y a une courbe qui monte, donc l'effet est progressif. Et si ça tombe, il est régressif. Et nous voyons que plus ou moins en Europe, c'est neutre, c'est ni l'un ni l'autre. Mais dans les pays en voie de développement, c'est en général très progressif. Je ne sais pas pourquoi les gens sont toujours étonnés par cela, mais en fait, il ne faut pas demeurer longtemps en Inde ou en Afrique pour se rendre compte que ce sont les riches qui ont des voitures. C'est assez évident. Quand même, le même argument est toujours utilisé. Ah non, on ne peut pas subir le prix de l'essence parce qu'il faut penser aux pauvres. Bon. C'est une faute de pensée économique tout à fait. C'est-à-dire que pour tout le monde, ça serait mieux s'il n'y avait pas d'impôt du tout. Mais nous voulons avoir un secteur public. Donc on ne peut pas comparer une taxe essence avec rien. Il faut comparer une taxe essence avec quelque chose comme un TVA, une taxe sur tous les produits. Et donc, évidemment, pour les pauvres, c'est mieux une taxe sur l'essence qu'un TVA. Donc, c'est aussi beaucoup question de qu'est-ce que la taxe essence remplace ou comment elle est utilisée.
Et donc, ça devient plus compliqué. Bon, là, il y avait aussi une autre question que je me suis posée il y a une minute, là. S'il faut des autres instruments. Il y a beaucoup d'économistes qui disent que non, juste un instrument. Et ça, je crois que c'est pour plusieurs raisons une erreur. Il y a quand même, ce serait un cas très idéal, mais ce n'est pas le cas en fait de l'économie réelle, parce que c'est politiquement, une raison, c'est que c'est politiquement presque impossible d'imposer une taxe qui est suffisamment élevée. La taxe qui est faisable est relativement bas. Et une taxe bas n'achèvera pas tous les effets qui sont nécessaires pour vraiment changer la structure de toute l'économie et pour achever une décarbonisation presque totale. Il y a aussi besoin d'appui aux alternatives, aux énergies renouvelables, à l'efficience, à la climatisation des bâtiments, à beaucoup d'autres choses. Et en fait, en Allemagne, on a eu, principalement en Allemagne, aussi dans beaucoup d'autres pays, mais l'Allemagne, c'est le pays où peut-être on a eu le plus de... On a mis le plus d'argent dans ce projet et on a eu des subventions assez élevées pour notamment les toits solaires. Et cela a mené à des prix qui tombent. Chaque fois qu'on construit plus de cellules solaires, les prix tombent. Et pour les économistes, vous savez, le prix sur un marché, ça détermine le point où se creuse l'offre et la demande. La demande a une pente comme ça. Et l'offre, normalement, on le pense comme ça. Mais si on a une structure technologique, un apprentissage et un effet d'échelle, qu'on voit ici, que chaque fois qu'on construit plus de panneaux solaires, le prix tombe. Donc, on voit que même l'offre a une pente qui tombe. Et dans les conditions comme ça, le prix n'est pas facile à déterminer. Et on est plutôt dans un domaine où l'État peut choisir. L'État peut viser une pénétration énorme d'énergie solaire ou une pénétration petite. Et c'est juste de choisir un point. Et donc, c'est ça qu'on fait effectivement à fait, l'Allemagne. C'est un pays qui n'est pas très ensoleillé, et c'est un pays très, très lourd en énergie. Et quand même, ils ont maintenant 7% d'électricité solaire. C'est très impressionnant. Ça démontre qu'en fait, que c'est possible une participation très importante d'énergie solaire. Et peut-être on peut espérer que cette évolution continue. Je m'excuse, j'aurais dû... Bon. Je voudrais, un peu pour terminer, discuter, et là c'est une question assez compliquée, que notre profession dédie beaucoup de temps à discuter s'il faut des taxes ou des permis. Et j'ai quelques facteurs que je crois qui sont importants. Si nous connaissons mieux la réduction dont nous avons besoin, il serait peut-être mieux un système de permis. Si nous connaissons mieux la taxe qui est politiquement acceptable, il serait peut-être mieux une taxe. C'est beaucoup question de qu'est-ce qui se passe si on fait une erreur politique. Alors, si par exemple on a
un système de permis négociables, comme nous l'avons en Europe, et on choisit, on émet trop de permis. Donc, il y aura un prix trop bas, comme on l'a vu maintenant en Europe. Mais on aurait aussi pu avoir l'effet contraire si on avait eu des permis, moins de permis, on aurait pu avoir des prix très élevés. Cela n'aurait pas été acceptable. Donc, je crois que juste la crainte d'avoir un choc de prix sur le marché des permis négociables, cette crainte mène à une surallocation. Il y a une allocation trop grande. À court terme, nous savons plutôt le prix. Et cela, donc, c'est un avantage pour un système de taxes ou peut-être, si on utilise un système de permis, on pourrait avoir un système de prix, mais avec un corridor pour les prix. C'est aussi possible. Donc, ça devient un instrument qui est un peu hybride entre une taxe et des permis. À long terme, on pourrait dire que c'est la réduction de quantité que nous connaissons le mieux. À long terme, disons 50 ans, nous savons qu'il faut une réduction presque totale des émissions. Donc, nous connaissons le delta Q que nous visons. Nous ne connaissons pas la taxe nécessaire. C'est peut-être $100, c'est peut-être $200, $300. Nous ne savons pas très bien. Donc, à long terme, j'aurais dit que nous connaissons peut-être le cible quantitatif mieux que le cible prix. À court terme, plutôt le contraire. Donc, en fait, les permis et les taxes ont chacun un avantage. Les taxes à court terme et le permis peut-être plus à long terme. Après, il y a la faisabilité politique. C'est un argument très important. Ça a été en fait, je crois, la raison principale pour les permis. La taxe a été peut-être le premier instrument dont on a pensé. Mais on s'est dit que non, la taxe n'est pas faisable politiquement, donc il faut faire des systèmes de permis négociables. Maintenant, on a vu que les systèmes de permis négociables ne sont pas politiquement aussi faciles non plus. Et aux États-Unis, ils ont failli de les introduire avec la loi Waxman-Markey. Mais par contre, on a réussi en Californie. Donc, on voit que la faisabilité politique, c'est aussi quelque chose de très compliqué. Il y a les effets distributifs. Ça dépend de comment est structurée l'allocation. On suppose souvent que l'allocation, c'est gratuite. Mais l'allocation des permis, ça peut être aux enchères. Si on a une allocation aux enchères, ça devient en fait assez proche d'une taxe. Parce que les recettes, quand on vend aux enchères les permis, ça devrait être plus ou moins équivalent aux recettes d'une taxe. Il y a la question de comment on peut combiner les permis ou les taxes avec d'autres instruments. Par exemple, dans beaucoup de pays en Europe, on a aussi des subventions pour les énergies renouvelables, par exemple. Là, on entre dans des détails assez intéressants. Et je vais juste dire la conclusion. Je n'ai pas le temps pour le démontrer, peut-être, mais c'est plus facile à combiner des subventions sur l'énergie renouvelable avec une taxe fossile qu'avec un système de permis négociables. Les permis négociables ont un peu l'effet de nier l'effet des subventions. Si j'ai un système, comme nous l'avons en Europe, des permis négociables, et je fais une subvention pour l'énergie solaire, et on construit beaucoup d'énergie solaire, par exemple en Allemagne, et ça réduit la demande de charbon là. Bon,
ça aura un effet de baisser le prix des permis négociables et augmenter quelque part ailleurs en Europe l'émission de CO2. Donc la combinaison avec des autres instruments est peut-être plus facile à gérer avec une taxe. La combinaison entre des différents pays, par contre, on a souvent dit que, en fait, un avantage des systèmes de permis négociables, c'est qu'on peut avoir des commerces entre les différents pays. Et là, j'ai aussi des opinions un peu partagées, c'est compliqué. Ça dépend de l'allocation. On pouvait s'imaginer qu'on aurait une allocation par tête dans tous les pays du monde, des droits d'émission, et après un commerce international, ça aurait l'avantage de de permettre aux pays pauvres de vendre beaucoup de permis négociables aux pays qui utilisent beaucoup d'énergie. Mais par contre, il y a aussi des désavantages. Si on essaie de combiner les systèmes d'échange de permis, sans avoir bien résolu tous les problèmes d'allocation, ça peut créer un chaos dans tous les systèmes de permis négociables. Ça devient très compliqué. Et finalement, il y a beaucoup de pays maintenant, l'Inde, la Chine, où il y a des grandes discussions s'il faut viser principalement des systèmes de permis négociables ou les taxes. Une des raisons qui peut être, un des facteurs qui peut être décisif, c'est peut-être la corruption. Et je crois qu'une conclusion correcte, c'est qu'il y a moins de risques de corruption avec les systèmes de taxes qu'avec les systèmes d'allocation de permis, parce que juste les allocations de permis, il faut négocier l'allocation. Il y a toujours des secteurs qui vont dire non, mais mon secteur, si je n'ai pas de permis, il faut que j'irai à un autre pays. Il y a toujours ces discussions que je crois sont peut-être fertiles pour la corruption. Une taxe, ça peut aussi, évidemment, si tout l'État est complètement corrupt, il y aura de la corruption même dans les systèmes fiscaux. Donc, ce n'est pas tout à fait clair, mais à mon avis, je crois que les systèmes de permis négociables sont peut-être plus susceptibles. Donc, il y a encore quelques minutes pour les questions. Je vous remercie. Attention.